Tu vois ce gars qui marche d'un pas pressé et qui a pas l'air très à l'aise dans son propre corps? C'est Peter Thiel et il s'apprête à donner le speech de sa vie. On est en 2016 et Peter Thiel est l'un des tout premiers gros entrepreneurs de la Silicon Valley à afficher son soutien officiel à Donald Trump, à une époque où dans la tech, soutenir Trump, c'était pas courageux, c'était surtout socialement suicidaire. Bon, depuis les choses elles ont bien changé, mais là c'était il y a 8 ans, avant que tout le monde fasse semblant d'avoir toujours été pote avec le pouvoir, 8 ans avant que la Silicon Valley globalement se dise bon, au final on va quand même aller serrer des mains à Washington. Et c'est pas un hasard, Peter Thiel est un des pionniers et un des hommes les plus puissants du monde. Et je suis prêt à parier que peut-être tu sais même pas qui c'est. C'est le cofondateur de PayPal, le cofondateur de Palantir et même le premier investisseur extérieur de Facebook, le numéro 1. Toutes ces boîtes ont radicalement transformé les usages de simples citoyens comme toi et moi, mais aussi ceux de services de renseignement du monde entier. À commencer par les agences américaines. En parlant des États-Unis, peut-être toi aussi tu t'es déjà demandé quelle IA choisir, mais si je te dis que t'as même pas besoin de faire ce choix. Parce que Peter a toujours tenté et réussi à créer des réseaux et des boîtes qui se réutilisent et s'auto-nourrissent mutuellement. Ne pas choisir est un choix assumé par le roi de la Silicon Valley. Mais toi aussi, tu peux choisir sans choisir, notamment pour utiliser les meilleurs modèles d'IA, d'images ou même textuels au sein d'une seule et même plateforme, Mammut AI, qui sponsorise cette vidéo. Mammut AI, c'est une boîte qui a créé tout un écosystème pour rendre l'IA plus accessible. Ils ont récemment lancé par exemple Mammut Code, un projet open source pour permettre de générer du code avec l'IA depuis ton ordinateur. Parce que s'il y a bien une chose qui catégorise Peter Thiel, il a toujours essayé de trouver le bon coup avant les autres. Et c'est aussi un bon coup que d'utiliser Mammut AI, qui est une plateforme qui te permet avec une seule connexion d'avoir accès à tous les grands modèles d'IA de génération de texte comme GPT, Claude, Mistral ou même Grok. Mais aussi à des IA de génération d'images comme Nano Banana ou Recraft. Pourquoi choisir quand tu peux tous les avoir? Et ça pour 10 € par mois. Tu as accès à une interface simple pour choisir le modèle que tu souhaites, les comparer et même créer des projets personnalisés en créant ton Mammut. En plus de l'interface, tu peux aussi utiliser leur API pour interroger à un seul endroit des modèles d'IA pour tes différentes applications. Regarde, je peux taper ce que je veux et tu choisis quelle IA tu souhaites utiliser. Bref, Mammut AI, c'est vraiment une bonne façon de faire des économies tout en gagnant en simplicité. Le lien est dans la description et en parlant d'économie, Peter Thiel en est un expert, mais pas que, parce que c'est aussi un expert en politique. Alors s'il est actuellement sur l'estrade en train d'haranguer les foules aux casquettes MAGA, et si aujourd'hui en Trump version 2, J.D. Vance devenu vice-président lui doit au minimum une partie de son ascension, c'est parce que Peter Thiel n'est pas qu'un simple entrepreneur. C'est aussi pour ça que cette vidéo ne sera pas une énième plongée dans la success story d'un millionnaire au bon flair, loin de là. On va surtout prendre le temps d'analyser les concepts fondateurs de l'idéologie de Thiel et comprendre comment il agit dans l'ombre pour façonner un avenir fidèle à sa vision. Et d'ailleurs, je te préviens, je vais dire Peter Thiel et pas Peter Thiel parce qu'on le prononce Thiel en anglais. Qui est vraiment cet homme de l'ombre de la tech et maintenant de la politique mondiale? Comment s'est-il retrouvé dans la PayPal Mafia, le réseau le plus puissant de la Silicon Valley? Qu'est-ce qui fait qu'il a vu la success story de Facebook avant tous les autres? Et pourquoi son entreprise Palantir constitue une menace ou une opportunité sans précédent, surtout à l'ère de l'IA et de la donnée? Pour répondre à ces questions, comprendre ses motivations et surtout pourquoi nous devrions le tenir tous à l'œil, autant que lui nous tient à l'œil, plongez avec moi dans le monde à contre-courant de Peter Thiel. Alors avant de devenir l'un des personnages les plus influents et les plus redoutés de la tech américaine, Peter Thiel a d'abord été un enfant solitaire. Né en Allemagne en 1967, il n'y reste qu'un an, et puis c'est l'Ohio, la Californie et surtout une grosse partie de son enfance en Afrique australe, Afrique du Sud et Namibie, à l'époque de l'apartheid. Voilà. Son père est ingénieur et bosse pour des compagnies minières. Et oui, on parle notamment des mines d'uranium. Super ambiance. Alors pendant que papa bosse dans l'industrie minière de l'époque, Thiel change 7 fois d'école. Et une école va particulièrement le marquer. Uniforme obligatoire, punition corporelle. Il raconte plus tard que cette ambiance l'a vacciné contre l'uniformité et l'autorité. Et que ça a marqué le point de départ d'une idéologie entière. À 10 ans, il débarque aux États-Unis et se réfugie alors dans les livres. Il lit beaucoup Le Seigneur des Anneaux. Genre vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il appellera plus tard sa société de vision Palantir, en référence à la pierre de vision dans Le Seigneur des Anneaux, mais on en reparlera plus tard. Adolescent, il découvre aussi Ayn Rand et ses premières idées libertariennes. L'individu contre la masse, la pensée contre le consensus. Mais surtout, il découvre les échecs. Et autant te dire qu'il n'est pas là pour rigoler. Il monte à un niveau de maître aux échecs, ce qu'il aime, la logique bien sûr, la victoire et surtout la stratégie. Et ses compétences, il va les mettre en application sur un terrain de jeu bien plus vaste qu'un simple plateau de cases noires et blanches. Mais avant de devenir le maître du grand échiquier mondial, Peter a encore beaucoup de choses à apprendre. Il continue son parcours initiatique à la célèbre université de Stanford, où sa rencontre avec un philosophe français est sur le point de bouleverser sa perception du monde. Donc il entre à Stanford, comme énormément de jeunes issus de l'élite
élite bourgeoise californienne, rien de surprenant jusqu'à là. Sauf qu'au lieu de faire un cursus pour devenir ingénieur, Thiel choisit la philosophie. C'est le premier d'une grande série de contre-pieds. Il a notamment pour professeur René Girard, dont la théorie du désir mimétique va complètement transformer sa perception du monde. Et avant d'aller plus loin, je te propose qu'on s'arrête juste 2 minutes sur la théorie de Girard, parce qu'elle donne beaucoup de clés de lecture sur la vision de Thiel et de ceux qui deviendront ses disciples. C'est un peu le quart d'heure philo. Donc le désir mimétique, il part d'une idée simple mais puissante. Nos désirs ne viennent pas directement de nous. En fait, on désire ce qu'on voit être désiré par d'autres. Attention, pas parce que l'objet ou la chose a une valeur intrinsèque, mais parce que le regard de l'autre lui en donne de la valeur. Par exemple, là, je désire m'abonner et mettre un like sur cette vidéo. Eh bien, toi aussi, tu devrais le faire. Allez, va, c'est juste en bas dans la vidéo. Merci du soutien. Bon, un vrai exemple. Si un pote avec qui tu es au resto se laisse tenter par un dessert à la fin du repas, il est fort probable que tu en prendras un aussi. Non pas parce que la carte est alléchante, mais parce que tu mimes son désir. C'est un peu le fameux « toi tu prends un dessert ?» Oui, bah moi aussi alors. Et la théorie de Girard ne s'arrête pas à un simple mécanisme de copie. Il explique aussi que ce mimétisme est à l'origine de nombreux conflits. Parce que si plusieurs personnes désirent la même chose, alors elles deviennent rivales. Le problème n'est plus l'objet du désir, mais la rivalité qu'il crée. S'il n'y a qu'un seul dessert au restaurant avec ton pote, eh bien vous allez devoir le négocier. Or, lorsqu'un groupe de personnes devient rival, en général, en plus de la négociation, ça part en baston. Et pour sortir du chaos général, la seule solution, c'est d'avoir un bouc émissaire. Il faut que quelqu'un paye pour calmer les rivalités et que tout rentre dans l'ordre. Voilà, ça c'est la théorie du désir mimétique. Je sais pas si tu me suis toujours, mais on récapitule vite fait. En gros, d'après Girard, on désire pas directement, on imite, ce mimétisme crée de la rivalité et donc du conflit jusqu'à ce qu'on trouve un bouc émissaire pour contenir les tensions. En bref, un peu comme quand Batman paye pour Harvey Dent à la fin du film Dark Knight, la ville de Gotham peut s'apaiser parce qu'ils sont désormais unis par la haine du Chevalier Noir, le bouc émissaire. Donc, ayant compris ça, Peter va utiliser la théorie mimétique comme clé de lecture du monde économique et social qui l'entoure. Il va devenir ce qu'on appelle un contrarien, un anticonformiste, qui s'emploie à penser par lui-même sans se laisser glisser dans la facilité de la bien-pensance ou de l'opinion majoritaire. Attention, ça veut pas dire qu'il est tout le temps à contre-courant, mais au lieu d'être dans l'opposition systématique, qui reste d'ailleurs une forme de mimétisme, Peter Thiel préfère travailler sur sa façon unique de penser le monde et de le voir. On le verra à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais René Girard a eu un rôle déterminant dans la construction de la pensée de Thiel. Alors, je sais pas d'ailleurs s'il serait d'accord avec l'interprétation et l'utilisation qu'en fait Peter Thiel, mais c'est certain que les deux ont été très proches. Peter parlera même aux obsèques de Girard. When the history of the 20th century is written circa 2100, he'll be seen as truly one of the great intellectuals, but it may still be a long time till it's fully understood. Donc Peter va ensuite poursuivre ses études et quitter la philosophie pour devenir avocat. Et oui, comment va-t-il faire de la thune en parlant philo toute la journée? C'est pas possible. Mais pour quand même continuer à réfléchir, il crée la Stanford Review, un journal conservateur et libertarien. Mais tout ça, c'est rien à côté de ce que Thiel nous réserve. Donc, il sort diplômé de Stanford en 1992. À ce moment-là, Peter Thiel coche toutes les cases du monde conformiste qui lui déplaît tant. Le voilà avec un beau diplôme et un poste haut placé dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de New York. Mais très vite, il va déchanter. Au bout de 7 mois, il claque la porte parce que la routine et l'absence de sens de ce travail ne le satisfont pas, comme il le dit lui-même. From the outside, everybody wanted to get in. On the inside, everybody wanted to leave. Donc il rejoint ensuite Crédit Suisse comme trader, mais là encore, il reste pas longtemps. Parce que fondamentalement, il déteste ces grandes institutions financières qui laissent que très peu de place à la créativité, à la prise de risque et à l'innovation. Je vous rappelle, tout ce qui est uniforme, conformisme, etc., Thiel, il déteste ça. Alors il retourne chez lui en Californie pour lancer Thiel Capital Management et pour profiter du début de la vague internet en plein cœur de la Silicon Valley. Et ça, c'est un choix qui va lui permettre de s'entourer d'esprits innovants et qui va s'avérer payant, puisqu'au détour d'une conférence à Stanford, il va rencontrer celui qui sera bientôt son associé, Max Levchin. Alors, ils le savent pas encore, mais ils sont sur le point de créer le réseau d'entrepreneurs le plus puissant du monde. C'est la genèse de la PayPal Mafia. Bon, avant de se la jouer Al Pacino des micro-paiements, ils fondent Confinity en 1998. Au début, c'est qu'une boîte de logiciels de sécurité, mais rapidement, Max et Peter décident de pivoter pour lancer un nouveau produit, un service de transfert d'argent en ligne qu'ils nommeront PayPal. C'est la convergence de deux convictions. D'abord, ils trouvent que les moyens de paiement traditionnels ne sont pas adaptés à la nouvelle économie numérique. C'est vrai que c'est pénible de devoir envoyer un chèque ou un billet à chaque achat sur eBay. Et en plus d'être long, c'est pas très rassurant non plus. Et c'est un peu la même réflexion qu'a eu en Chine avec Alipay, Jack Ma au même moment. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo. Bon, et à tout cela s'ajoute la posture libertarienne de Thiel. Il souhaite offrir aux utilisateurs du monde entier la possibilité de mieux contrôler leur argent, à l'abri de l'inflation et des manipulations gouvernementales. Parce qu'il faut pas oublier qu'en plus d'être girardien, c'est aussi un libertarien. Et s'il peut réduire
réduire l'influence des États en créant une nouvelle façon de s'échanger de l'argent, il le fera. En fait, si les blockchains avaient existé à la fin des années 90, tu peux être certain qu'il aurait créé une crypto à la place de PayPal, le Tilcoin. Maintenant que la vision produit est claire, Max et Peter peuvent prendre le temps de résoudre leur plus gros problème, la concurrence. Et pas des moindres, puisque leur adversaire direct est lui aussi libertarien, a lui aussi grandi en Afrique australe, tu l'as peut-être deviné, la concu c'est Elon Musk et sa nouvelle banque en ligne au nom de X.com. Or comme le dit Peter Thiel, la concurrence c'est pour les losers. Alors pour l'écraser, mieux vaut unir ses forces. Les deux rivaux Thiel et Musk vont donc décider de fusionner à part égale, 50-50. Musk devient CEO et Confinity perd son nom au profit de X.com au départ. Tout ça ressemble à une bonne idée sur le papier, mais si tu as suivi la théorie mimétique, tu sais sans doute déjà que pour Thiel, c'est le début des emmerdes. Et oui, Musk et Thiel désirent la même chose, donc à la fin, ils risquent de devenir rival. Et quand j'entends parler de PayPal, j'ai souvent cette image en tête. Thiel et ses canines de requin, et Musk avant qu'il aille faire un tour en Turquie. Il sourit, heureux du succès de PayPal, mais ce que je ne savais pas, c'est que les deux avaient une relation très conflictuelle et que leur sourire a dû disparaître très vite après avoir pris la pause. En fait, Musk et Thiel ne partagent pas du tout la même vision et les divergences s'accumulent. Pour Musk, PayPal n'est qu'un produit parmi d'autres, il a une vision beaucoup plus globale et ambitieuse pour sa banque en ligne. De ce fait, l'entreprise change de cap et crame beaucoup de cash, ce qui rend le board peu confiant concernant son leadership. Et à cela s'ajoutent des choix techniques plus que douteux. Par exemple, Musk souhaite avoir comme socle technique Microsoft NT, là où Peter et Max poussent Unix, Linux, qu'ils jugent plus sécurisés et plus adaptés au scale de PayPal. Et cerise sur le gâteau, Elon souhaite un rebranding complet de PayPal en X. Il veut que PayPal ne soit qu'une composante de X et que X soit une géante entreprise de super banque digitale, mais pas juste de paiement. Quand on sait que 20 ans plus tard, le petit Elon, il a pas lâché l'idée de faire sa boîte là qui englobe tout, d'ailleurs qui englobe tout ce qui est possible, à l'époque on peut l'imaginer relativement borné sur ce sujet. Et Thiel commence sérieusement à en avoir marre. Donc la coupe est pleine, il est temps de renverser le pouvoir en place. Et oui, la rivalité pour Thiel avec son truc de désir mimétique, ça dure jamais longtemps. Donc on est en septembre 2000 et Elon Musk part en lune de miel à Sydney en compagnie de sa première future ex-femme, Justine Wilson. Et pendant qu'il coule des jours heureux au pays des kangourous, Thiel prépare sa revanche. Il profite de l'absence de Musk pour convoquer le board et leur expliquer tous les problèmes qu'il rencontre sous son leadership. Et en plus, il a fait signer une lettre dans laquelle plusieurs employés menacent de démissionner si Elon reste CEO. Et quand il apprend ce qu'il se trame, Musk tente de sauver les meubles. Il laisse sa femme en plan et reprend vite un billet retour pour parler au board en personne. La panique. Mais quand il arrive, c'est déjà trop tard. Thiel a réussi son coup, son fameux coup d'échec. Il vient d'évincer son adversaire, prend sa place en tant que CEO et ISK devient désormais PayPal. Un joli coup de Thiel qui ne souhaite plus se retrouver dans une telle situation de conflit à l'avenir. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il prend une décision de management peu commune pour une startup. Il décide que désormais, chaque employé devra s'atteler à une tâche et à une seule. Leur performance et donc leur salaire en dépendra. En fait, il considère que retirer l'aspect compétitif de leur travail permet aux employés de devenir des experts dans leur rôle et enlève aussi la première source d'échec dans les startups. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, les conflits internes. Les vrais grands conflits naissent quand les gens veulent la même chose, le même poste, la même promotion, les mêmes responsabilités. Voici ce qu'il dit. Et la méthode fonctionne tellement bien que PayPal continue à croître, jusqu'à entrer en bourse en 2002. La même année, elle est rachetée par eBay pour 1,5 milliard de dollars. C'est énorme. Et donc l'exit de PayPal, c'est un jackpot pour Peter Thiel, mais l'argent finalement, c'est presque secondaire. Le vrai trésor, c'est le réseau. Ce que personne n'avait vu venir, c'est que les anciens de PayPal allaient se répandre dans toute la Silicon Valley. SpaceX, YouTube, LinkedIn, ces géants ont tous été fondés par des membres d'un même groupe. Et leur influence est telle qu'on l'a surnommée la PayPal Mafia. Regardez-les là, tous habillés en gangsters dans ce resto italien de San Francisco. Ils font pas peur? Et devinez qui en est le parrain? Mr. Peter Thiel. Parce qu'une fois qu'on a un réseau et de l'argent, il s'agit désormais de le dépenser intelligemment. Avec 2 membres de la PayPal Mafia, ils fondent Founder Fund en 2005, avec l'ambition de soutenir les entrepreneurs qui développent des technologies radicales et transformatrices, capables de bouleverser des industries entières et d'avoir un impact profond sur la société. La nouvelle se répand jusqu'à arriver aux oreilles d'un jeune étudiant de Harvard, aux cheveux blonds et au nom encore inconnu de Mark Elliott Zuckerberg. C'est Reid Hoffman, un poids lourd du capital risque aux États-Unis, fondateur de LinkedIn et membre de la PayPal Mafia, qui met Peter Thiel et Zuckerberg en relation. Peter Thiel est séduit par la vision de The Facebook et son potentiel à devenir une plateforme dominante sur Internet, à une époque où le réseau social ne compte que quelques universités parmi ses membres, et où cet usage n'est pas du tout démocratisé. Mais il y a une autre chose qui pique sa curiosité. Je sais pas si c'est un constat qu'il a fait a posteriori ou s'il a compris au moment de son investissement, mais les réseaux sociaux sont de véritables machines mimétiques. En fait, Facebook en est un exemple parfait. Les likes donnent une forme de hiérarchie des désirs qui alimente un algo de recommandation qui va amplifier le phénomène de mimétisme. Facebook permet aussi de rassembler les gens à travers des désirs en commun, grâce au fameux
groupe qui ont fait le succès de Facebook notamment au début. Et force est de constater que sortir de son confort intellectuel ou de ses centres d'intérêt habituels devient un effort de plus en plus difficile. Et oui, Facebook apprend à te retenir de plus en plus doucement. En quelque sorte, le désir mimétique, c'est le carburant des réseaux sociaux. Pas de désir mimétique, pas de rétention, pas d'attention, pas d'argent pour la pub, et donc pas d'entrée d'argent pour Zuckerberg et compagnie. Que Peter Thiel ait prédit le succès de Facebook ou pas, il va encore en tirer le gros lot. Il investit $500,000, une broutille vu la thune qu'il a reçue de eBay pour PayPal, obtient un siège au board et met la main sur une part significative du capital de Facebook à un moment où personne n'y croit. Et en 2012, le jour de l'introduction en bourse de Facebook, Peter vend une bonne partie de ses parts, ce qui lui permet d'encaisser plus d'$1 milliard. Un bon retour sur investissement. Bon, il garde d'ailleurs encore des actions sous le coude, on sait jamais en cas de coup dur. Vous savez, la vie de milliardaire, parfois on n'arrive pas à se payer un yacht, un jet, donc bon, on va aller piocher dans ses économies, quoi. Et Facebook n'est pas le seul investissement marquant de Founder Fund. Dans la liste, on retrouve SpaceX, pas rancunier, le Thiel, we've had our disagreements, but we are friends. Ou encore OpenAI. Mais la boîte la plus intéressante à analyser reste encore la puissante mais discrète Palantir, fondée par Peter Thiel. Voilà, on va pas se gêner quand même. Mais avant de parler d'entreprise et de secrets qu'elle partage avec la CIA, on va revenir un tout petit peu en arrière, juste avant la vente de PayPal, au moment où 2 avions viennent de percuter les tours jumelles du World Trade Center, parce que c'est ici qu'on va commencer à avoir les bonnes grilles de lecture pour comprendre Peter Thiel et ses délires sur la sécurité et la politique. En l'espace d'un instant, l'Amérique plonge dans la terreur. Elle a pas su déjouer les plans des terroristes d'Oussama Ben Laden et des djihadistes d'Al-Qaïda. Et donc, profitant du climat d'angoisse et d'urgence, George Bush, alors président des États-Unis, décide de faire voter le Patriot Act, un mois seulement après les attentats. Une loi qui élargit considérablement les pouvoirs des autorités en matière de surveillance, d'accès aux données personnelles et de collecte d'informations. Et comme bien souvent, la peur et l'insécurité sont mis en avant pour grappiller sur la vie privée et les libertés individuelles. Mais le plus important, c'est de le faire sur un gazon parfaitement taillé. We must stop the terror. Parce que pendant que Bush améliore son drive au golf, Peter Thiel analyse. Parce que les attentats du 11 septembre ramènent à une réalité brutale. Et de toute cette analyse, Peter Thiel en tire plusieurs conclusions. D'abord, qu'il faut oser se reposer des questions longtemps éludées sur l'origine du mal et de la violence. Sans surprise, il prône un retour à des valeurs conservatrices et religieuses pour répondre à la crise de sens du monde moderne. Et ça, c'est une vision qu'on retrouve chez certains de ses proches politiques, dont J.D. Vance, l'actuel vice-président de Donald Trump. Mais on va en parler dans quelques minutes. Ensuite, Thiel incrimine les institutions et les entreprises devenues trop grosses, trop lentes pour se doter des outils nécessaires à la contre-attaque. Et il commence à beaucoup s'intéresser au marché de la défense tech, qui est alors dominé par des acteurs historiques comme Lockheed Martin, l'équivalent d'un Thales ou Dassault en France. Il trouve en fait que ces vieux éléphants ne savent plus innover et qu'il est temps de secouer le cocotier. Ou en jargon d'entrepreneur, il veut les disrupter. Et enfin, Thiel considère que dans un monde où la violence et l'irrationnel ne peuvent pas être éliminé, il faut des outils puissants pour détecter, comprendre et contenir ces risques. Une sorte de pierre de vision qui lui permettrait de détecter et de déjouer les actes de violence. Tu me vois venir? Parce que ça, c'est la naissance de Palantir. Palantir est créée en 2003. Elle se donne alors pour mission de réduire le terrorisme tout en préservant les libertés des citoyens. C'est vraiment la base de l'entreprise. C'est pour ça que c'était important de comprendre le shift qu'a eu Thiel en 2001. Donc, Peter investit massivement dans cette nouvelle aventure et quelques fidèles le rejoignent pour créer Palantir. Parmi eux, on retrouve l'ancien colloque de Thiel à Stanford, Alex Garp, qui prend le rôle de CEO et qui l'est toujours aujourd'hui. Alex, c'est le genre de gars un peu fantasque, tu sais, avec les cheveux en pagaille et qui peut sortir des dingueries comme ce genre de dinguerie. I love the idea of getting a drone and having light fentanyl-laced urine spraying on analysts who tried to screw us. Donc, un peu plus discret mais tout aussi déterminant, on retrouve Nathan Gettings, parmi les fondateurs, un ancien ingénieur de PayPal qui a bossé sur la fraude et qui va devenir central dans le premier produit de Palantir. Et là, tu retrouves un pattern de Peter Thiel. Il recycle une idée, PayPal, dans un contexte État. PayPal, c'était repérer la fraude dans une mer de transactions. Palantir, c'est repérer la menace dans une mer d'informations. Le problème, c'est que même si Peter Thiel et ses cofondateurs croient dur comme fer au projet, tout le monde n'est pas de cet avis. Les investisseurs classiques de la Silicon Valley passent leur tour, les uns après les autres. Ils jugent le marché de la sécurité trop risqué et avec trop de contraintes. Et donc, Peter comprend à ce moment-là que les seules personnes qui verront vraiment la valeur de ce qu'il propose sont les futurs clients potentiels. Donc en 2004, il s'en va pitcher le projet à Incatel, le fonds lié à la CIA, qui décide de mettre une petite pièce dedans. Et surtout, la CIA devient partenaire. Le développement de Palantir va se faire main dans la main avec des analyses du renseignement. Toutes les 2 semaines, les équipes de développement se rendent à Washington DC pour parler à leurs utilisateurs et faire évoluer le logiciel. Et d'ailleurs, ils constatent vite un truc. La donnée du renseignement, c'est pas un Excel. C'est du texte, des images, des rapports, du bruit, des erreurs, des trous, du non structuré. Palantir améliore donc son produit. Connecteur, ingestion, nettoyage, mise en relation, graphe. En fait, c'est du big data avant l'heure, appliqué à la surveillance et à l'enquête. Avec une obsession, rendre le monde lisible. En tout, Palantir met plusieurs années à construire une version du logiciel qu'ils estiment vendable. Mais dès qu'ils vont être prêts, la machine va commencer à s'emballer. Et dans l'histoire de Palantir, il y a un truc
rencontré Peter, le mythe. En 2013, soit 10 ans après leur création, la liste des clients US de Palantir, on impose pas mal. On parle d'agences fédérales, défense, renseignement, forces armées, forces de l'ordre. Bref, des clients qui tweetent pas leur achat. Et évidemment, à chaque fois que tu vois renseignement plus big data, tu penses Snowden. Mais là, Palantir a toujours nié être impliqué dans certains programmes précis de surveillance de masse, mais l'ombre de ce débat plane forcément au-dessus d'eux. Ce succès, ils le doivent à la qualité de leurs produits, évidemment, mais pas seulement. Ils doivent aussi à une rumeur, et pas des moindres, la traque et la capture d'Oussama Ben Laden auraient été faites grâce à Palantir. Imaginez, Peter Thiel fonde Palantir après les attentats de 2001 et son produit contribue à capturer le terroriste en chef. Symboliquement, c'est très fort. Et Alex Garb, d'ailleurs le CEO, a toujours laissé un certain flou autour de cette histoire, mais le vrai moteur, lui, est plus froid, le pantouflage. Parce qu'au fil des années, construire du mythe, c'est bien beau, mais après, il faut pouvoir remporter des contrats. Donc Palantir recrute des employés expérimentés venant directement des services du gouvernement américain, des gens qui connaissent les rouages, les pratiques, les exigences, et surtout qui connaissent les décideurs. Et l'opération, elle agit dans les deux sens. D'anciens employés de Palantir sont aussi recrutés par l'administration. Par exemple, Grégory Barbassia était un des cadres haut placés chez Palantir avant d'être nommé Federal Chief Information Officer. En plaçant savamment leurs pions comme un service de renseignement le ferait, Palantir s'assure ainsi d'avoir les informations nécessaires pour remporter de précieux contrats. Et là, on revient à Peter Thiel. Parce que Thiel, c'est pas juste un actionnaire. Thiel, c'est l'idéologue du projet. Le gars, il pense que la société est une machine mimétique. Et celui qui contrôle la lecture du réel contrôle la suite. La connivence entre Trump et Peter Thiel n'est pas nouvelle, puisqu'il a aussi financé sa compagne en 2016. Il a eu ses entrées dans l'écosystème Trump. Mais en Trump version 2 qu'on vit actuellement, ce qui change, c'est l'échelle. En 2025, l'armée américaine regroupe une partie de ses contrats logiciels dans un accord entreprise avec Palantir. Et là, on parle jusqu'à 10 milliards de dollars sur 10 ans. Et la même année, l'OTAN achète un système AI Enabled Warfighting basé sur Maven, signé avec Palantir. Traduction, Palantir n'est plus la boîte chelou de data, Palantir devient un standard, un OS de guerre, une brique de décision essentielle. Au-delà des contrats avec le gouvernement américain, Palantir a également su séduire à l'étranger, et notamment chez nous en France. Tenez-vous bien. La DGSI. Oui, les services de renseignement intérieur français utilisent Palantir. En 2015, quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo, la filiale française de Palantir s'installe à Paris. Après des mois de négociations, la DGSI bascule sur Palantir, faute de solutions françaises à la hauteur. Bon, et si t'as déjà bossé sur des projets informatiques, tu sais que ce genre de choix sont rarement temporaires. Parce que l'effort d'intégration est tellement violent que si la solution fonctionne, tu migres pas comme ça le prochain mois. D'ailleurs, fin 2025, le contrat est renouvelé pour encore 3 ans. Le loup est toujours dans la bergerie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce logiciel, ils l'ont appelé Gotham. Eux aussi, ils font des refs à Batman. Y a pas que moi. Bon, toujours est-il que de gouvernement en service secret, Palantir continue de tracer sa route et c'est loin d'être fini. Parce qu'en 2020, elle entre en bourse avec une valorisation autour de 20 milliards de dollars et c'est que le début de l'histoire, parce que malgré leur succès avec Gotham, leur vrai relais de croissance se trouve ailleurs. Depuis 2016, Palantir a lancé Foundry, un logiciel de traitement de données qui est cette fois à destination de l'industrie. Palantir décline le savoir-faire de sa plateforme Data pour servir d'autres intérêts, ceux de la finance, de l'automobile, de l'aéronautique. Et oui, notre géant a lui aussi succombé au charme de la pierre de vision, et comme lui, beaucoup d'autres multinationales vont suivre. Donc, grâce à Foundry, Palantir accélère sa croissance. Mais le vrai boost, c'est quand l'IA génératif arrive. Parce que Palantir a déjà le truc que tout le monde cherche, le pipeline de données. Les permissions, les connecteurs, le contexte, la gouvernance, les données, les contrats, etc. Et quand tu rajoutes une couche IA au-dessus, tu fais pas juste un chatbot, tu fais une machine à produire des décisions, des priorités, des actions. Ils appellent ça AIP. En gros, l'IA branchée sur le réel opérationnel. Et là, pour Peter Thiel, c'est Noël. Parce que dans sa tête, le pouvoir au 21e siècle, c'est pas avoir des données, c'est décider avant les autres et décider plus vite. Tout ça combiné à un climat de guerre et de géopolitique tendue fait qu'aujourd'hui Palantir vaut des centaines de milliards. Début 2026, on flirte avec les 400 milliards de capitalisation. Et Thiel, dans tout ça, il a pas juste des actions, il a aussi du pouvoir via la structure de vote, quelques pourcents du capital, mais autour de 8% des droits de vote. Le contrôle, encore et toujours, sacré Peter. Et pendant que les hobbits se frottent les mains, et c'est pas une blague, c'est comme ça que les actionnaires de Palantir s'appellent entre eux les hobbits, donc pendant que eux se frottent les mains, d'autres voix commencent à s'élever. Au fur et à mesure, des voix s'élèvent pour lutter contre Palantir. D'abord pour des raisons éthiques, quand on bosse pour le gouvernement Trump, faut s'attendre à quelques dérives, et pour cause, Palantir a été accusé d'aider les autorités migratoires américaines avec un outil surnommé Immigration OS. Voilà, ils sont pas fait chier pour le nom. Le délire, croiser des millions de données pour identifier, arrêter, expulser. Et Palantir est aussi contesté pour ses usages et partenariats à l'international, notamment autour d'Israël. Et là, quand on pose la question... Parce qu'en plus des questions éthiques que l'utilisation de Palantir pose, il y a aussi des petites questions de sécurité. Comment se fait-il qu'un logiciel créé par des Américains, financé au départ dans l'écosystème du renseignement US, se retrouve par exemple dans le système d'information de la DGSI? Pourquoi des industriels confient des données sensibles à une stack Palantir alors qu'il existe des alternatives? Alors forcément, Palantir et Thiel, eux, en tête, ils jouent les innocents. Ils se défendent en disant qu'ils ne stockent pas de données et laissent ça aux fournisseurs de cloud ou aux infrastructures on-premise des entreprises. C'est un peu le fameux... C'est pas tout
C'est peut-être mieux que personne à quel point l'ingérence étrangère peut passer par les voies technologiques. Parce qu'il aurait lui-même été un informateur du FBI pour surveiller des tentatives d'influence étrangère. Bon, et j'ai été mauvaise langue tout à l'heure, la DGSI a quand même la volonté de se défaire de Palantir, au moins sur le papier, donc reste à voir si ça se matérialise vraiment ou pas. Voilà, comme ça, moi je l'ai dit. Parce que même si par miracle, on trouve rien à reprocher à Palantir, il reste que les réelles intentions de Thiel ne sont pas claires. Et surtout, Palantir n'est pas le seul rail de Thiel. Parce que quand tu creuses ces investissements, tu topes sur d'autres trucs beaucoup plus frontales, comme par exemple la reconnaissance faciale. Est-ce que t'as déjà vu un film où un flic prend une photo floue, appuie sur cherche et retrouve l'identité en 3 secondes? En vrai, ça existe et ça s'appelle Clearview AI. Le principe est simple et terrifiant. Tu donnes un visage, Clearview te retrouve des correspondances à travers des images publiées sur internet et devinez qui a mis une pièce tôt dans cette boîte. Peter Thiel. D'ailleurs, son porte-parole, il a même reconnu un investissement initial, un petit chèque au départ, converti plus tard, tout en précisant qu'il n'était pas impliqué dans l'entreprise. Mais dans notre histoire, c'est pas le montant qui compte, c'est la cohérence. Parce que PayPal, les flux d'argent, Facebook, le graphe social, Palantir, le graphe des données et décisions, Clearview, le graphe de visage, où est-ce que ça va s'arrêter? Parce que tu comprends pourquoi certains voient-ils comme un gars obsédé par voir les flux, voir les réseaux, voir les comportements, voir les risques, voir les gens. Ses fans appellent ça lucidité, ses détracteurs appellent ça lubie du contrôle. Et certains disent même que Thiel regarde l'humain comme un système à observer, à classer, à optimiser, un peu comme des rats de laboratoire, mais version data. Bon, c'est pas une phrase qu'on peut lui coller dans la bouche comme ça, mais c'est l'impression que donne la somme de ces rails qui vont dans le même sens en fait. Et si t'es pas encore convaincu de l'ambiguïté du personnage, laisse-moi te raconter encore une anecdote, et qui est pas des moindres. Là, le gars qui se balade au juste corps jeune fluo avec une barbe de biker, c'est Hulk Hogan, l'un des catcheurs les plus connus des États-Unis, et il se trouve que Hulk, il est pas très fidèle, ni en amour ni en amitié. C'est ce que révèle le Media People Quaker, qui publie en 2012 une sextape le montrant en train d'avoir une relation sexuelle avec la femme d'un de ses amis. Alors forcément, ça le met pas à l'aise, le Hulk, et il attaque le journal pour violation de sa vie privée. Le procès se déroule 4 ans plus tard, en 2016, procès que Hulk Hogan gagne avec en prime 140 millions de dollars que le média Quaker doit lui payer en dédommagement. La sextape la plus rentable de l'histoire. Surprise, Quaker fait faillite, incapable de payer la somme demandée. Et si cette histoire elle a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis, ce qu'on sait moins, c'est que Hulk a reçu un petit chèque de 10 millions de dollars pour financer ses frais de justice. Et son bienfaiteur n'est autre que notre cher Peter Thiel. Alors vous allez me demander pourquoi? Parce qu'il juge la vie privée des citoyens bien trop précieuse? Non, il a cofondé Palantir quand même, je vous rappelle. La vérité elle est ailleurs. En 2007, Quaker a publié un article intitulé Peter Thiel est gay, messieurs dames. Ils ont fait donc le coming out de Peter Thiel sans son consentement. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, Thiel a attendu son heure avant de financer le procès qui coulera le média. C'est un peu comme quand il a attendu que Musk se barre en lune de miel avant de faire son putsch. Il sait prendre son mal en patience et contre-attaquer au meilleur moment. Et s'il est capable de faire ça lorsqu'on attaque sa vie privée, imagine ce qu'il peut faire par idéologie. Et attention, tout à l'heure on parlait gentiment de désir mimétique, mais côté politique, Thiel en a aussi largement sous le pied. Dans un essai, L'éducation d'un libertarien, il écrit noir sur blanc qu'il ne croit plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. C'est chaud quand même. Cette idée combinée à son libertarisme radical explique pourquoi Thiel fantasme l'échappatoire. Créer des zones, des systèmes, des villes qui échappent à la juridiction des États traditionnels. Et il a soutenu très tôt des projets de seastating, des villes flottantes autonomes. Avant la Startup Nation, Thiel avait imaginé les Startup Country, même si le projet il s'est pas réalisé comme prévu, trop cher, trop complexe, trop risqué. Il garde cette idée que la démocratie est un modèle obsolète. Elle serait complètement aliénée par une bureaucratie omniprésente qui favorise le mimétisme social plutôt que la création radicale. Mais est-ce qu'il a tort? Dis-moi en commentaire. En tout cas, quand on y pense, la mission de Musk avec son fameux Doge découle directement de ce postulat. L'État est trop lent, donc on va le refactor, comme un logiciel. Mais contrairement à Musk, Thiel a pris un peu plus de recul et ne se met plus directement sous le feu des projecteurs politiques. Il préfère agir dans des cercles plus restreints et laisser faire ses poulains. Et donc en 2022, il finance la campagne de J.D. Vance ainsi que de Blake Masters, deux candidats républicains proches des idées conservatrices et réactionnaires. Bon, on le sait maintenant, J.D. Vance est devenu vice-président sous Trump version 2 et le retour sur investissement de Thiel ne va pas se faire attendre parce que l'un des premiers discours à l'international que J.D. Vance donne, c'est à Paris lors de l'AI Action Summit. Je te la fais dans les grandes lignes. En gros, l'Europe, le vieux continent, t'es relou avec tes régulations, ça ralentit l'innovation, ça introduit des biais et ça bride la liberté d'expression. Donc votre petit papier à la fin du sommet, c'est bien gentil, moi je te le signe pas. Au pays de la liberté individuelle, je prône l'autorégulation. Est-ce que t'as déjà vu un entrepreneur inventer des règles contre lui-même? Moi, jamais. Et d'ailleurs, prôner l'autorégulation constante en technologie, c'est comme laisser les clés du bar à un alcoolique dans un système qui veut que s'enrichir toujours plus. Les lendemains de soirée sont souvent très difficiles. Mais si on laisse J.D. Vance un peu continuer son discours, le gouvernement américain a pour mission de garantir que l'IA américaine reste un standard d'excellence dans le monde entier et que nous sommes les partenaires de choix pour les autres, pays étrangers et entreprises. Et quand il parle des pays étrangers en tant que clients de l'IA américaine, il parle évidemment des fournisseurs cloud et autres acteurs de la data stack. Il fait aussi de la vente pour l'écosystème défense tech américaine. Et Palantir
Palantir en pole position. Donc si on tire un peu le fil, quand on regarde un peu d'un peu plus loin, quand Peter Thiel finance la campagne de Vance en 2022 et qu'il aide à accéder au deuxième poste le plus influent des États-Unis, il s'assure au passage les services du meilleur commercial au monde. Et que J.D. Vance se rassure, il n'est pas le seul à se la jouer en faveur de cette galaxie à la Maison Blanche. David Sachs, l'un des membres les plus importants de la PayPal Mafia, a été nommé par Donald Trump à la tête de l'IA et de la crypto-monnaie au sein de son administration. La PayPal Mafia ne fait plus des exits, elle fait de la politique industrielle, mesdames, messieurs. Et donc, si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, une chose devient évidente, on n'est pas face à un énième milliardaire lambda de la Silicon Valley. On est face à un architecte du pouvoir qui construit méthodiquement son empire grâce à la philosophie, la politique et l'entrepreneuriat. Bon, et beaucoup d'argent. PayPal, Facebook, Palantir et même des paris comme Clearview, chacun de ces rails a transformé notre façon de vivre, de communiquer et d'être identifié, classé, surveillé, ciblé. Mais ce qui rend Peter Thiel vraiment redoutable, c'est qu'il a compris quelque chose de fondamental. Les masses ont besoin d'un narratif puissant pour se mettre en marche, allant parfois jusqu'à accepter l'inacceptable. Alors il ajuste son histoire, celui qui livre, qui aide, qui propose des entreprises en fonction des échos qu'il trouve, à la fois libertarien radical, technophile, conservateur chrétien et girardien. Franchement, j'ai parfois du mal à déchiffrer son idéologie, ou en tout cas à toujours trouver de la consistance. Mais force est de constater que pour le moment, tout se passe comme dans son plan. On peut être ébloui par son succès, ou craintif de sa soif de pouvoir. De la PayPal Mafia au conseil d'administration, des salons de la Silicon Valley au couloir de Washington, il sait placer ses pions, financer ses candidats, et aujourd'hui, son protégé J.D. Vance occupe le deuxième poste le plus influent des États-Unis. Alors quand Palantir s'émisse dans nos données, quand nos gouvernements adoptent leurs outils de surveillance, quand nos entreprises confient leurs secrets industriels, on ne fait pas face à de simples choix technologiques, on assiste à la mise en œuvre d'une vision du monde pensée par Thiel. Et le plus drôle, ou le plus inquiétant, c'est que même la pop culture l'a capté. Dans la dernière saison de South Park, Thiel devient carrément un perso important, en mode délire antécrise, contrôle, surveillance, et parler cool de milliardaire qui vient sauver le monde. Une fois de plus, en technologie comme en politique, il n'y a pas vraiment de neutralité. Chaque ligne de code, chaque investissement, chaque alliance porte en elle une intention, une idéologie. Et l'idéologie de Peter Thiel mérite qu'on continue à la scruter avec la plus grande attention. Et d'ailleurs, pour finir, je te propose un petit exercice. Répondre à une question que Peter Thiel pose systématiquement lorsqu'il souhaite juger la qualité de son interlocuteur. Quelle est la vérité importante que très peu de gens partagent avec toi? Réponds en commentaire, je veux absolument voir si tu as l'esprit contrariant. N'hésite pas à partager, liker, commenter cette vidéo pour le soutien. Merci beaucoup.